perdre de temps là-dessus, je signalais juste. Donc ce soir, alors je suis très fatigué, donc j'espère que je vais pouvoir tenir les 3 heures. Sinon, on fera plus court. Euh, je vois qu'il y a des intrus qui viennent écouter la gestion des conflits sur les genoux de Jurov. Donc c'est pour pouvoir gérer les conflits à l'école, sans doute. Voilà. Alors, pour cette soirée, je vais commencer en parlant des conflits, de prendre un cas concret. Et ce cas concret, vous pouvez le retrouver sur Wikipédia. Il y a quelque temps, j'avais dû faire une conférence sur les églises protestantes et le développement des églises évangéliques, disons, au sein du protestantisme. Et j'avais regardé comment dire, l'affiche Wikipédia sur le darbisme et le dispensationalisme. Dont je vais vous parler, vous pouvez le retrouver sur Wikipédia. Ce sont donc les... vous m'entendez là parce que je ne vois plus rien à l'écran. Est-ce que vous m'entendez? Oh oui, nous vous entendons. Ah, d'accord, vous m'entendez, vous me voyez. Bon, Oh oui, c'est... c'est ça. Alors, euh, d'accord. Bon, vous connaissez un peu l'histoire de Darby, qui était un prêtre anglican, qui a développé des églises un peu de maison. Et à un moment donné, il a quitté l'Irlande et il est allé à Oxford, où il a rencontré un certain Benjamin Wills Newton. Et Newton l'a invité à faire des réunions et des études bibliques. Donc une grande confiance entre les deux. Et ils ont même Newton, avec d'autres personnes, a lancé un journal qui s'appelle le Christian Witness. Euh, Darby a travaillé avec Newton. Entre eux, ils s'appelaient frères. D'ailleurs, ils s'appelaient frères et sœurs avec tous les membres de l'Église, les églises qu'ils avaient créées. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a donné à ce mouvement le nom de Frères de Plymouth. Plymouth est une ville d'Angleterre, au sud de l'Angleterre, sud-ouest. Et là, Darby est parti en Suisse. Pourquoi il est parti en Suisse? Parce qu'il a entendu dire qu'il y avait eu un réveil en 1820 et que des gens avaient quitté l'église suisse officielle et s'étaient mis dans des petites communautés qui étaient assez semblables à ces communautés qu'ils avaient en Angleterre et en Irlande. Alors, il quitte l'Irlande en 1836, il part s'installer en Suisse et là, il commence à prêcher dans les églises. Mais alors, il y avait certains éléments qu'il avait un peu cachés, parce que même si ces églises étaient similaires, il y avait quand même des différences. Et Darby a rejoint une église qui s'appelle le Bourg-de-Four en 1837. Il y prêche, tout va bien, mais à un moment donné, il n'est pas satisfait. Et il n'avait pas souligné les divergences qu'il y avait entre les églises d'Angleterre et les églises du canton de Vaud. Et très rapidement, il a l'impression de perdre son temps. Et pour cela, voyant cela, il va publier un pamphlet, un texte anonyme, dans lequel il conteste un peu la structure des églises vaudoises. Pour Darby, les croyants peuvent être réunis au nom de Jésus, mais ils ne peuvent pas s'organiser en église et prétendre être l'église de Dieu. Alors, bien évidemment, même si c'est anonyme, les pasteurs du canton de Vaud ont bien compris que ça venait de Darby. Ils ne sont pas contents, ça se comprend. Et Darby va plus loin. Il, euh, il les invite à renoncer à leur titre de pasteur, donc, et à laisser la libre expression des dons et des ministères dans l'Église. Une rencontre sera organisée, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et ici, il va y avoir deux réactions différentes. Pour Darby, les pasteurs, les anciens ministres, mis de côté par le nouveau réveil, s'opposent à lui par jalousie. Alors pour les pasteurs, c'est Darby qui a un plan caché, attirer à lui les meilleures forces du réveil religieux et les grouper en assemblée absolument libre qui n'aurait, en fait, pour leader
que Darby. Et même dans l'église où se trouve Darby, il va y avoir un schisme entre ceux qui vont rester fidèles au mouvement suisse, on va dire, et ceux qui vont être fidèles à Darby. Alors, je prends ce point de départ parce qu'il va nous permettre de réfléchir aux composantes d'un conflit. Et dans un conflit, la première composante, qui nous vient à l'esprit en tout cas, ce sera ce que je vais appeler le contenu. C'est-à-dire, il y a un objet, il y a un contenu. Et là, c'est un contenu doctrinal, la formation d'églises indépendantes et le sacerdoce universel. Voilà ce que prêche Darby, formation d'églises indépendantes et sacerdoce universel. Les croyants peuvent être réunis au nom de Jésus, mais ils ne peuvent pas s'organiser en église et prétendre être l'église de Dieu. Et même Darby va demander aux pasteurs de renoncer à leur titre pour laisser l'expression des dons et des ministères dans l'église. Donc, la première chose dans ce conflit, c'est un conflit de contenu. Ils ne sont pas d'accord sur la doctrine, ou sur l'ecclésiologie, on va dire. Mais nous l'avons remarqué très rapidement, ce conflit va changer de niveau et va devenir un problème de relation. Il va y avoir des interprétations. Interprétation de Darby au sujet des pasteurs, ils sont jaloux. Et ça, on l'entend souvent en église, dans les conflits, ils sont jaloux, ils ne sont pas contents, etc., etc. Et les pasteurs, eux, vont avoir aussi d'autres interprétations, tout aussi sauvages, on va dire. Je veux dire, mais ce que veut Darby, c'est être le patron et réunir toutes ces églises et en être le chef. En disant qu'il refuse les pasteurs, finalement, c'est pour que tout ce mouvement lui appartienne. Il veut attirer les meilleures forces du réveil religieux. Voilà l'expression. Et donc, dans un conflit, on va dire qu'il y a un contenu qui peut être doctrinal, qui peut être tout autre chose. Et puis, il y a la relation entre les personnes, comment les uns et les autres se voient et comment ils vont vivre ensemble. Et enfin, on peut dire qu'il y a un problème d'identité, hein, et d'émotion, puisque Darby, dès le départ, n'est pas satisfait, il a l'impression de perdre son temps, etc., etc. Donc, dès le départ, nous allons dire dans un conflit, il y a ces trois composantes, le contenu, la relation et l'identité. Et ça, c'est très important à comprendre parce que très rapidement, on voit que le conflit passe du contenu à la relation, alors que si en fait on laissait le conflit simplement au niveau du contenu, ce serait plus facile de le résoudre. Mais dès que je suis fâché avec quelqu'un, eh bien, j'ai deux problèmes à résoudre. J'ai le problème de contenu, ce sur quoi je ne suis pas d'accord, mais j'ai le problème de ma relation à l'autre. Donc, quand le conflit passe du contenu à la relation, finalement, il y a deux problèmes à résoudre au lieu d'un. Alors, nous allons continuer avec cette fiche de Wikipédia sur Darby, et ça va être l'affaire de Plymouth et de Bethesda. Alors, ici, en l'absence de Darby, l'Église a grandi à Plymouth, hein, elle a très très grandi, puisque Newton est apparemment un bon pasteur, il prêche bien, etc. Et des tensions apparaissent entre Newton et Darby, Darby qui est toujours en Suisse. Les deux hommes ne sont pas d'accord concernant l'enlèvement de l'Église. Alors, pour Darby, l'Église va être enlevée d'un seul coup, de façon soudaine, imprévisible. Il se base sur l'Épître aux Thessaloniciens pour ça. Et puis, Newton, lui, pense que l'Église va se enlever à l'issue d'un processus. Ah, il y a quelqu'un qui parle et qui me fait la concurrence, là. Alors, euh, Newton pense que l'Église sera enlevée à l'issue d'un processus qu'il trouve dans l'Évangile 24 de Matthieu. Euh, bon, ça aurait pu en rester là, être le débat d'idées. Mais vers 1840, pendant que Darby prêche en Suisse l'enlèvement secret de l'Église, Newton fait circuler des lettres en Angleterre et ailleurs dans lesquelles il explique pourquoi il pense que des événements précéderont le retour de Jésus-Christ. Darby lui écrit qu'il aurait souhaité que ses opinions ne circulent jamais et que son amour pour la première place a toujours été sa faiblesse. Et il ne lui démontre pas en quoi il a tort. Dans sa réponse, Newton lui fait comprendre qu'il ne s'inclinera pas parce qu'il croit que c'est Darby qui se trompe.
C'est le début d'un conflit de plus en plus ouvert qui aboutira à la cession du mouvement. Alors là aussi, c'est intéressant de voir comment les choses se passent. Il y a de nouveau, comme tout à l'heure avec l'événement suisse, de nouveau ici, il y a un conflit entre Darby et Newton cette fois-ci, et non pas Darby avec les pasteurs suisses. Ce conflit a un contenu. Ce n'est plus des questions ecclésiologiques, mais c'est la question du retour de Jésus-Christ. Est-ce que l'Église va être enlevée soudainement ou est-ce qu'il va y avoir un processus, des événements comme Jésus a l'air de le dire dans l'évangile, dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Donc il y a un contenu et ce contenu aurait pu être positif, dans le sens où ils auraient pu échanger, chercher ensemble ce que dit la Bible. Or, très rapidement, ce conflit passe du contenu à la relation. Et je cherche le passage. Darby écrit à Newton, il lui dit que son amour pour la première place a toujours été sa faiblesse. Donc vous voyez, il y a une attaque même au niveau de la relation, il y a une attaque personnelle qui est faite par Darby contre Newton, alors que Darby ne cherche même pas à lui expliquer par les Écritures qu'il a tort. Hein. Simplement, il l'attaque en disant, voilà, tu aimes la première place. Et derrière tout ça, on peut penser aussi qu'il y a un problème d'identité, tel qu'on avait vu avec le conflit avec les pasteurs suisses. Ce problème d'identité, c'est un peu la question, qui est le chef? Qui est le chef du mouvement? Qui est-ce qui est dépositaire de la saine doctrine? Maintenant, nous allons voir un troisième conflit entre Darby et Newton qui va se passer maintenant à Plymouth. Euh, Parce que Darby a quitté la Suisse, et il sent que sa vie est en danger en Suisse parce qu'il y a eu des problèmes politiques en Suisse, et il rentre, et quand il rentre, euh, il fait des reproches à Newton. Newton va lui dire, mais qu'est-ce que tu as contre moi? Donc Newton a bien conscience que c'est un problème relationnel maintenant, hein, mais qu'est-ce que tu as contre moi? Et en 1845, Darby accuse Newton devant plusieurs frères de sectarisme et de cléricalisme. Donc là, on est passé du contenu qui était, comme on l'a vu tout à l'heure, quand Jésus va-t-il revenir? Quand l'Église sera-t-elle enlevée? Est-ce qu'il y aura des signes avant-coureurs ou non? On est passé de cela à vraiment un problème de relation, puisque l'un des deux protagonistes est accusé de sectarisme et de cléricalisme. Or, chez les darbistes, parce qu'on les appelait darbistes, hein, chez les darbistes, il y avait, chez ces frères de Plymouth, hein, plutôt que dire darbistes, on va dire frères de Plymouth, puisque la scission n'a pas encore eu lieu, il y avait des débats dans le passé. On pouvait justement confronter ces idées, mais pour des raisons que j'ignore et que peut-être même les protagonistes ignorent, tous ces gens, enfin les deux personnages principaux, Darby et Newton, sont passés du niveau du contenu, donc du débat d'idées, ils sont passés au niveau de la relation et des attaques publiques. Alors, quand on continue de lire la fiche de Wikipédia, il est dit Darby accuse publiquement Newton dans ses prédications. Alors, vous voyez, ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez vu et entendu, malheureusement. C'est quand il y a des conflits d'église, euh, celui qui a la chance de prêcher, euh, inconsciemment, on va en profiter pour attaquer l'autre. Donc, au lieu de donner du contenu et donner l'enseignement biblique, il va profiter de la prédication pour attaquer un frère, une sœur, une autre personne, ou l'Église, ou autre, euh, parce que c'est un moyen de faire connaître son avis et son opinion. Donc là, on est passé du contenu à la relation. Et il attaque Newton sur son caractère. Voilà. Alors, nous avons là des tensions très très fortes dans cette église. Si on continue la fiche de Wikipédia, on voit qu'à un moment donné, Darby accuse Newton d'être un menteur et de ne pas être intègre, etc., etc. L'affaire est portée devant les frères responsables. Les frères étudient la question et après l'avoir bien étudiée,
eh bien, il donne raison à Newton. Et Darby va avoir cette réaction, puisqu'on ne lui a pas donné raison, il en conclut que les frères sont des incapables, incapables de discerner le mal, et ce qui se passe dans l'Église est le travail direct de Satan. Donc, si on reprend les éléments depuis le départ, Darby a eu des conflits avec les pasteurs en Suisse, il a eu un conflit avec Newton, il a de nouveau un conflit très fort maintenant, et comme il n'est pas approuvé, eh bien, il va rejeter même les autres frères. Et il va spiritualiser la situation en disant que tous ces gens sont aveuglés et que c'est le travail de Satan. Et alors, j'ai pris cette histoire de Darby parce qu'elle est tellement symptomatique des conflits que nous pouvons avoir dans l'Église aujourd'hui, comme il y en a eu hier. Et j'ai pris l'exemple de Darby parce que c'est quelqu'un de très connu et qui a une grande aura dans le milieu évangélique. Et c'est quand même le père du dispensationalisme qui touche beaucoup de milieux chrétiens. Je pense que certains parmi vous sont certainement dispensationalistes, c'est-à-dire ils pensent qu'il y a de grandes dispensations dans l'histoire, de grandes périodes, la période de l'Église, ensuite il y aura la période du millénium, et avant il y a eu d'autres périodes, etc., etc. Donc la période de l'innocence avec Adam et Ève, etc., etc. Donc c'est Darby qui a créé tout ça, c'est un homme qui a une aura, et en même temps, c'est intéressant de voir même quelqu'un comme celui-là, que il avait une incapacité de gérer certains conflits parce que, je le dis souvent, si les gens n'ont pas de conviction, il y aura certainement pas beaucoup de conflits. Mais dès que nous avons des convictions et des convictions fortes, c'est là que les conflits non seulement émergent, mais en plus prennent une importance assez forte. Quand vous fichez quand un sujet que vous prenez sérieusement à cœur, mais que vous n'êtes pas passionné, il y a peu de chances, il y a peu de risques qu'il y ait un conflit. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet-là. Mon épouse, qui est malheureusement décédée, quand nous étions ensemble, il arrivait souvent qu'aux élections présidentielles ou régionales, nous ayons un vote complètement contraire. Donc, nous faisions notre rôle de citoyen, nous allions voter, mais nous savions que nous votions pour un candidat différent. Et nous partions voter la main dans la main, et nous rentrions du vote la main dans la main, et nous savions que nous avions voté le contraire. Mais nous n'étions pas passionnés par la politique. Nous pensions qu'il faut faire son devoir de citoyen. Nous avions analysé le programme des candidats, et puis, en notre âme et conscience, nous allions voter. Par contre, j'avais une tante qui, elle, était engagée dans un parti politique. Et une fois, je lui avais dit mon vote, et ce n'était pas du tout celui de son parti politique, et ça avait créé des tensions assez vives entre elle et moi. Mais comme cette tante, je l'aimais beaucoup, elle m'aimait beaucoup, même si ça a créé des tensions, ça n'a pas créé la rupture. Simplement, il fallait ne pas aborder le sujet politique avec elle. Donc, vous voyez, on peut aborder le contenu, ne pas être d'accord, mais ça ne touchera pas la relation. On peut ne pas être d'accord sur le contenu, ça va toucher la relation ponctuellement quand on abordera ce sujet, mais finalement, ça n'empêchera pas l'affection, l'amour, si c'est dans la famille, etc. Et puis, je pourrais prendre un troisième exemple, avec certaines personnes, je n'aurais jamais dit pour qui je votais. C'est secret le vote d'ailleurs, mais je n'aurais jamais dit pour qui je votais, parce que ça aurait pu créer même euh, des ruptures en amitié, quoi. Donc, l'important, c'est de toujours garder le conflit au niveau du contenu et de ne pas le laisser passer au niveau de la relation. Et là, nous voyons bien avec l'exemple de Darby et de Newton que Darby, très rapidement, est passé au niveau de la relation. Ce qui ne semble pas, alors on n'a pas tout dans la fiche Wikipédia, mais ce qui ne semble pas être le cas de Newton, qui semble être beaucoup plus mesuré dans ce qu'il fait. Donc, maintenant, Darby euh, est en conflit, non seulement avec Newton, mais avec les autres frères de mouvement. Et puis, il a spiritualisé la situation. Et là, ça devient toujours grave quand on spiritualise, c'est-à-dire
On dit Dieu est avec moi et Dieu est contre l'autre, quoi. Et il pense avoir raison, il pense que tous les autres frères ont tort. Voilà. Alors, bon, l'histoire va se terminer que un ami de Darby va porter de nouvelles accusations contre Newton, qui sera accusé d'hérésie. Et à ce moment-là, bon, bah, les frères qui avaient soutenu Newton maintenant vont le désavouer. Et Newton, eh ben, il quitte l'Assemblée, quoi. Il s'en va, etc., etc. La suite de l'histoire, c'est que certaines personnes qui avaient été influencées par Newton ont voulu continuer dans le mouvement et prendre la Sainte-Seine, et dans une église en tout cas, c'est l'église de Bethesda. Et quand Darby sera informé, il va dire, ah ben non, puisque ces gens étaient avec Newton, donc il faut les rejeter, quoi. C'est ce qui va créer la scission dans ce mouvement, avec d'un côté ce qu'on va appeler les darbistes, hein, que certains appellent les frères étroits, et puis d'un autre côté, ce qu'on va appeler les frères larges, donc ceux qui se sont séparés à la suite de ce clash. Alors, si nous résumons, dans un conflit, il y a du contenu, dans un conflit, il y a de la relation, dans un conflit, il y a de l'identité, dans un conflit, il y a une tendance à spiritualiser les choses. Dans un conflit, il y a des émotions. Si vous regardez la fiche Wikipédia, à un moment donné, Darby va pleurer publiquement parce qu'il va quitter le mouvement, il va pleurer, donc il est sous une violente émotion. Et puis à certains moments, on sent qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup d'animosité. Et puis on pourrait dire aussi, un sixième point, c'est que dans un conflit, il y a un scénario. Parce qu'il semble que Darby, euh, que ce soit avec les frères suisses, que ce soit avec Newman, ou que ce soit après le départ de Newman avec des chrétiens qui avaient été influencés par Newman, mais qu'il avait quitté, hein, eh bien, il semble que chaque fois, l'attitude de Darby, c'était soit je vous exclus, soit je m'exclus, mais en tout cas, pas de compromis possible, quoi. Donc, un scénario. Alors voilà, donc c'était pour faire une introduction à ce thème du conflit à partir d'un cas réel, concret. J'aurais pu en prendre d'autres, hein, parce que dans l'Église, il y a beaucoup, beaucoup de cas comme cela. Et alors, ça nous fait penser aussi, le cas de Darby et Newton, comme d'autres séparations dans l'Église, ça nous fait penser aux théories de René Girard sur la rivalité mimétique, le bouc émissaire. Donc, si on veut avoir des conflits, eh bien, une bonne façon pour créer des conflits, c'est de mettre deux personnes qui auront les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités ensemble. Parce qu'il va y avoir une rivalité entre les deux. Mettre deux pasteurs dans la même église sans qu'il y ait un qui est, euh, sans avoir clarifié le rôle de l'un et de l'autre. Si on met par exemple un pasteur en disant que l'un s'occupe de la communauté et l'autre est le pasteur des jeunes, il n'y a pas de rivalité mimétique, puisque chacun a un rôle prédéterminé et différent. Par contre, si on ne donne pas des rôles précis, si on ne fait pas ce travail en amont, eh bien, le risque, c'est qu'il y ait un conflit. Donc, la rivalité mimétique, c'est justement quand deux personnes vont finalement se disputer pour avoir la première place, parce que chacun pense être celui qui doit assumer cette fonction. Et on voit bien le piège ici, c'est que dans un conflit, quand on est extérieur, on peut juger des gens en disant oui, mais enfin, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela, il a manqué d'humilité, il n'a pas mesuré ses niveaux de compétences, il est allé trop loin, etc., etc. Dans la réalité, la personne qui fait ça, elle est sincère, elle est authentique. Si elle le fait, c'est qu'elle pense avoir raison. Si elle pense avoir raison, c'est parce qu'elle veut servir Dieu, elle veut être honnête dans sa démarche et bien, comme elle ne veut pas faire de compromis. Et souvent, j'ai entendu cette expression dans l'Église, pas de compromis, pas de compromis. C'est une expression dangereuse parce que si on ne fait jamais de compromis, ça veut dire qu'on va tous s'isoler les uns les autres. Pour vivre en société et pour vivre en Église, il faut faire des compromis.
Si on devient psychorigide et qu'on ne fait jamais de compromis, eh bien le risque, c'est de se séparer des uns des autres. Et d'ailleurs, dans les églises darbistes, ce scénario de Darby a été transmis parce qu'on voit bien que les scénarios, ça se transmet aussi dans une entreprise, dans une église, etc. Et les darbistes ont continué de se diviser. Je ne sais plus combien il y a eu de divisions au sein du mouvement darbiste, mais il y en a eu beaucoup, parce qu'à un moment donné, ma compréhension de la Bible, c'est la bonne, c'est la juste, c'est la seule. Et toi, tu n'es pas d'accord? Alors, ça peut être sur la Sainte Seine, ça peut être sur le retour de Jésus-Christ, ça peut être sur les dons et les ministères, ça peut être sur n'importe quel sujet, mais très rapidement, on ne veut pas faire de compromis et on se sépare. En français, le mot compromis a une connotation négative. Peut-être parce qu'il est proche du mot compromission. Se compromettre avec quelqu'un, faire des compromissions, c'est négatif. Mais compromis, ce devrait être neutre. Or, à cause de ce parallèle, de cette association avec la compromission, le mot compromis a un sens un peu négatif en français. En anglais, et en anglais de Grande-Bretagne, le mot compromis est extrêmement positif. C'est le gentleman qui fait des compromis. C'est-à-dire, on arrive à sortir d'une situation bloquée et de trouver une solution qui va permettre de sortir d'une impasse. Donc, pensons-y, le mot compromis n'est pas forcément quelque chose de négatif en soi, et ça peut être aussi quelque chose de très, très positif. Voilà. Alors, je vais faire un partage d'écran maintenant. Je ne sais plus où c'est. Et comme ça, vous aurez. Là, c'est juste en bas, hein. Partager l'écran, c'est écrit partager l'écran Alors, avec une sécurité, flèche. en discussion, partager l'écran en vert. Voilà. C'est cela, oui. Voilà. Voilà. Super. Alors, je vais soulever ça là. Voilà. Bien. Gestion des conflits. Donc, déjà, on a beaucoup d'éléments. Alors, bon. Alors, là, il est bloqué. Pourquoi il est bloqué, mon écran? Ça arrive quelquefois. Voilà. Donc, je vous ai présenté l'affaire suisse avec Darby, l'affaire Newton et l'affaire Bethesda. L'affaire Bethesda, c'est quand le mouvement va se diviser parce que des chrétiens qui voulaient rester fidèles au mouvement, mais avaient été membres de la communauté de Newton, eh ben, ils ont été rejetés simplement parce qu'ils avaient été membres de cette communauté dans le passé. Alors, nous avons vu que dans ce problème de conflit, hein, il y avait du contenu, j'insiste beaucoup, et la relation et de l'identité. On peut dire aussi qu'il y a la personnalité des personnes et qui va s'exprimer par un scénario, il va y avoir des émotions et il va y avoir la spiritualisation. La personnalité, c'est très délicat parce que chacun a sa personnalité, mais on remarque bien qu'il y a des gens, par leur personnalité, vont créer des tensions. Ils ne sont pas là, tout est calme, tout va bien, et dès qu'ils arrivent, ça crée des tensions, etc. Donc, il y a des personnes qui ont des personnalités qui vont créer des conflits ou qui ont un scénario qui va se répéter, et d'autres ont des personnalités qui seront plutôt apaisantes et qui vont faciliter les choses. Alors, c'est intéressant de réfléchir sur la personnalité parce que euh, je parlais avec mon ami Basile, que vous connaissez là, on parlait de quelqu'un que nous connaissions et qui a une personnalité un peu, comment dire, un peu rentre-dedans, un peu bulldozer, quoi. Et ça l'a amené à avoir des échecs. Et il semble qu'il se prépare un nouvel échec par des bruits qui courent, hein, des églises qui se préparent un nouvel échec, toujours parce qu'il n'arrive pas à se concerter avec les gens, il n'arrive pas, il fonce, quoi. C'est un bulldozer, il fonce. Et il y en a d'autres qui sont des fonceurs aussi, mais ils se ramassent une claque un jour, ils se ramassent une claque
3 ans, 4 ans, 5 ans après. Et après, ben, ils font un travail sur eux, puis ils disent: «Ouh là là, bon, j'ai compris, maintenant il faudrait que je fasse attention, pour que ça ne se reproduise plus», quoi. Donc nous avons une personnalité, elle est là, mais normalement, la vie et la vie en société et la vie en église devraient nous aider à travailler sur notre personnalité afin de ne pas, recréer, les mêmes problèmes que nous avions dans le passé, quoi. Donc voilà, c'est une chose qui est importante à dire. Et la notion de scénario, moi, ça m'a frappé en tant que pasteur d'église de voir que certaines personnes, pouvaient avoir des scénarios et répéter, invariablement la même chose. Alors, je crois que les psychanalystes appellent ça la compulsion de répétition, c'est-à-dire on répète